avec, on retient les débordements, comme dit notre ami. Et là, maintenant, la bataille actuelle, c'est l'interdiction et la destruction des stocks. Mais ça renvoie plus généralement au problème de l'arme nucléaire. La bataille, si vous voulez, c'est le stop, le désarmement, les accords bilatéraux. Et maintenant, la bataille, c'est l'élimination. C'est quelque chose d'après. Ouais. Juste une question, est-ce qu'on connaît l'état des stocks? Combien il y en a en France? De manière précise, non, parce qu'effectivement, il y en a eu, enfin les derniers chiffres qui avaient été communiqués, dont on avait pu avoir, c'est effectivement 60 000 munitions qui avaient été produites par Giat, donc enfin Nexter maintenant, ils ont changé de nom, mais on sait qu'il y a eu aussi des programmes d'élimination parce qu'il y en a qui étaient plus adaptés, notamment par rapport à celles qui étaient pour la précédente génération de chars, avant qu'ils ont retiré du service, les AMI, et on ne sait pas où s'en est le processus de démantèlement. Parce c'était quelle date ça vous me dites? C'est Alain Richer, donc c'était en 2003 qui avait donné ce chiffre-là de manière officielle. Parce que la grande difficulté qu'on a en France, effectivement, sur ces armes-là, comme sur d'autres, c'est la transparence de manière précise. On a des déclarations qui sont plus ou moins floues, certaines contradictoires, et il n'y a pas de... il n'y a pas eu de travail d'enquête ou de commission d'information, par exemple, parlementaire. Il n'y a pas eu de commission parlementaire qui ont travaillé spécifiquement sur cette question-là, de façon à avoir des données, et ça serait déjà une première étape en France. On a ce type de démarche pour avoir des chiffres un peu précis, des données un peu précises, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils en font, comment elles sont stockées, comment elles sont... les tests qu'ils font, parce qu'ils continuent à faire des tests pour savoir par rapport aux matériaux. La réponse de la TBS, c'est de dire que oui, on continue à faire des tests, mais on le fait maintenant désormais en chambre confinée, donc il n'y a aucun risque pour l'extérieur. À ce propos, nous avons des adhérents avec des enfants qui sont atteints de malformations congénitales. D'accord. On en a comme adhérents. Oui, mais de toute façon, c'est un peu le même problème qu'on a rencontré avec les vétérans des essais nucléaires ou des choses. Et l'État avait exactement la même logique de blocage d'informations, de nier. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est propre, il n'y a pas de problème, ils maîtrisent tout, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne maîtrisent pas tout. Et que tant qu'il n'y aura pas une instance effectivement internationale qui posera l'interdiction, c'est sûr que la France continuera à garder dans son arsenal ce type d'armes et à les maintenir en état pour qu'elles soient utilisables. La commission parlementaire travaille à partir surtout des phénomènes de la guerre du Golfe et de Yougoslavie du Kosovo. Et c'est à cette occasion-là, il y a tout double volume, que les experts, si vous voulez, ont avancé. À l'époque, la position du gouvernement qui à la défense, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'effectivement, le vieux stock, on va les détruire, et puis on gèle la situation. Et donc actuellement, on a l'impression qu'il y a une espèce de regain, si vous voulez, de retour vers la tentation de recommencer un peu, d'accord. Et à chaque fois, c'est effectivement en contradiction avec le mouvement général. Donc, le Parlement européen, par 2 fois, s'est exprimé là-dessus. L'ONU, comme ma voisine, s'est aussi exprimé là-dessus. Et à chaque fois, si vous voulez, il y a la réticence traditionnelle uniquement de 3 pays, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Les 3 pays pour Israël, mais c'est anecdotique dans cette affaire. Et donc dans cette situation-là, vous avez à chaque fois une forte poussée, si vous voulez, au niveau global, des résistances. Et tant qu'on n'a pas un truc aussi clair que par exemple le traité d'interdiction des essais nucléaires, même s'il est lui aussi contourné, tout est possible. Donc là, l'inquiétude actuelle, c'est de voir si effectivement il n'y aurait pas une tentation de retour, si vous voulez, le retour du refoulé et le retour à une vieille idée d'utilisation. Oui, voilà. Moi, je voudrais un peu insister là-dessus. Nous avons une lettre de l'ancien ministre de la Défense, qui dit que la France ne reconnaît pas les armes à uranium recouvries en tant qu'armes nucléaires. Ah oui, d'accord. Pour elle, c'est pas classifié comme... On a parlé de l'ONU. Là, vous aurez ici donc la position de la France par rapport à l'ONU. Avec, au moment où M. Nicolas Sarkozy était candidat, nous avions donc, comme candidat, envoyé une lettre et il nous avait dit ceci,
qui ferait tout, si c'était reconnu formellement, les maladies et tout. Et à l'ONU, il était recommandé de faire donc, des études complémentaires, des études complémentaires, et la France vote non. D'accord. La France vote non. Oui, non, mais je sais que la position de la France et est c'est assez... même pas le représentant de la France qui s'exprime, c'est le représentant des États-Unis qui prend la parole au nom d'eux. D'accord, je dirais... Je pense qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé par rapport à l'uranium appauvri, c'est aussi les nouvelles catégories d'ogives nucléaires possibles avec l'uranium, les ogives, les armes à pénétration profonde, c'est-à-dire avec ce matériau on peut imaginer, et les militaires alors là ils sont toujours en pleine imagination, des armes nucléaires à pénétration profonde dans le sol qui permettent éventuellement de désintégrer toute une ville ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, c'est des éléments. La question qui est posée, est-ce que dès qu'il y a un progrès scientifique, est-ce qu'il doit automatiquement se traduire par des décisions pour la modernisation des armements, en particulier des armements nucléaires? L'uranium appauvri est déjà utilisé dans toutes les têtes nucléaires. Oui, mais je veux dire par là que y compris les évolutions techniques, amènent à réfléchir sur l'utilisation potentielle de ces armes, y compris d'armes nucléaires, sur le champ de bataille, s'ils arrivent, parce que c'est quand même une de leurs optiques, à miniaturiser un certain nombre d'armes nucléaires. Je voudrais insister là-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence, la France, en contradiction avec toutes les évolutions, et on a eu encore, je veux dire, au niveau du TNP, quand même la confirmation que, de manière publique, un certain nombre d'ambassadeurs, en particulier des pays non alignés, ont souligné que dans les 3 derniers jours, au niveau du TNP, c'est la France qui est intervenue. Et paradoxalement, l'accord entre la France et l'Angleterre se situe dans la même logique. Et non pas dans une logique d'indépendance nationale, parce que si on collabore avec la Grande-Bretagne, ça veut dire que derrière, il y a les États-Unis et derrière, il y a l'OTAN. Une dernière question pour les gars. Juste une petite question plus locale. Moi, je suis les questions de défense à Bourges, et on s'est aperçu qu'à l'ETBS, finalement, il n'y a jamais eu de remontée. Parce que les gens ont travaillé, les ouvriers d'État qui travaillaient sur... Et il n'y a jamais eu de cas recensés de maladies. Et il n'y a jamais eu de plainte des ouvriers d'État qui sont venus dire on se regroupe en association pour dire non, on a manipulé, donc on est malade. Comment vous expliquez ça qu'à Bourges, alors qu'il y en a eu dans d'autres centres d'essai plus de mobilisation, population et salariés, à Bourges, à l'ETBS, et quand on les interroge, les associations, ils vous diront qu'il n'y a jamais eu de problème. Et ça c'est les salariés eux-mêmes qui disent ça, c'est pas la direction. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Moi, ce que je crois, c'est que dans l'état actuel des choses, en tant que médecin, c'est la hiérarchie, c'est que les travailleurs les plus exposés, c'est ceux qui travaillent à l'usine Melox. C'est ça, ouais. Et ceux-là sont organisés, les syndicats se battent pour que les conditions de sécurité soient améliorées, et c'est là où on a le plus d'accidents. D'accord. Oui, des accidents avérés. C'est une réalité, jour après jour. Les vapeurs d'uranium et de plutonium, ils font des complications, c'est clair. Pour le reste, si vous voulez, dans d'autres situations, comme ce que vous avez ici, si vous voulez, on est dans une situation plus dégradée par rapport à ça. Et donc, dans cette situation plus dégradée, il est difficile de, si vous voulez, ressortir de façon claire, compréhensible et surtout compréhensible par tout le monde, par la population, la situation de danger. Et donc c'est un peu ça le problème. Et donc on peut comprendre dans quelque chose qui reste, si vous voulez, un petit peu en dessous de la ligne, il n'y ait pas d'association organisée, etc. D'accord, c'est quelque chose en dessous. C'est la grande différence, si vous voulez, avec des situations dans lesquelles c'est connu. C'est connu et avéré. Voilà. Et ça a été pareil historiquement avec les mineurs qui ont respiré les mêmes degrés, qui ont une maladie spécifique, une maladie professionnelle. Et l'amiante aussi. L'amiante est aussi dans c'est un bon parallèle. Dans le livre de Parillo, quand même, il y a quand même des positions de la commission hygiène et sécurité qui s'est prononcée plusieurs fois pour alerter sur les dangers. Moi, que dans d'autres territoires militaires, le TBS, c'est une espèce de prévention. C'est là où ils les manipulent, mais c'est pas là non plus où elles sont fabriquées. Bon, l'usine où elles étaient fabriquées, qui était à Annecy, a été fermée. En fait. D'accord. Ok, allez, je vous laisse.